Dans le cadre de la journée du Data Center 2025, nous avons le plaisir de recevoir Linda Lécuyer de Data 4, qui va nous expliquer sa fonction. C'est un plaisir, Linda, de t'accueillir, parce qu'on va rappeler que tu fais partie des personnes qui nous ont accompagnés dès le début de la journée du Data Center. Donc, c'est toujours un honneur et un plaisir de te revoir et de revoir des gens qui ont cru en nous à l'origine. Plaisir Donc, partagé. merci, Linda. Si tu peux nous rappeler quelles sont tes fonctions à Data 4, c'est important. Alors, je suis Head of Sustainable Innovation. Donc, je suis responsable en fait de l'innovation. Et chez Data 4, l'innovation est avant tout tirée par les sujets de durabilité. Alors, l'un des sujets centraux de cet événement, cette année, édition 2025, ce sont les infrastructures d'IA. Donc nous, ce qui nous a semblé être important dans le cadre de la journée du Data Center, c'est de rappeler que tout le monde parle de l'IA, et on va parler des usages, on va parler de plein de choses. On oublie de rappeler que derrière, il faut des infrastructures. Or, DataCat est un des principaux acteurs européens dans ce domaine. Donc, peut-être nous rappeler pourquoi c'est important pour DataCat de s'intéresser aux infrastructures d'IA et qu'est-ce que vous avez fait en la matière. Alors oui, effectivement, la tendance générale vers le numérique et l'IA s'accélère. Donc Data 4, juste pour petit rappel, on est une société donc française qui a maintenant un peu presque 20 ans, et nous sommes développés en Europe sur 6 pays, dont le pays historique qui est la France. Donc un acteur leader européen des data centers, de la catégorie des data centers de colocation, avec aujourd'hui 35 data centers en opération et à peu près 1,5 gigawatt de puissance IT installée. Voilà. Donc ça commence à devenir assez imposant. Et donc effectivement, on doit accompagner en tant qu'acteur leader le développement des infrastructures numériques, y compris le développement d'infrastructures qui vont vers l'intelligence artificielle, mais pas que. On voit aujourd'hui que la densification des besoins informatiques, la puissance de calcul qui s'est développée au travers les GPU a aussi atteint, on va dire, les CPU. Et donc, on a une forme aussi de cloud beaucoup plus dense, beaucoup plus hybride, qui nous impose de réfléchir à d'autres moyens de les héberger, de leur fournir de l'électricité. Donc, effectivement, on a la nécessité d'accompagner ces nouvelles infrastructures du numérique qui sont drivées par la puissance de calcul disponible maintenant au niveau des GPU, mais qui contaminent aussi ou qui imprègnent, je dirais, également les CPU et donc qui amènent aussi des acteurs du cloud à avoir des hautes densités informatiques. Et cela va nécessiter de nouveaux moyens de refroidissement, puisque les moyens de refroidissement traditionnels à l'air ne vont plus être suffisantes pour permettre de rafraîchir ces installations. Donc, on a effectivement un besoin de nouveaux équipements électriques, mais aussi de nouvelles technologies de froid, donc ce qu'on appelle traditionnellement le liquid cooling. Donc, c'est sur cette base-là, effectivement, que Data 4 souhaite accompagner ses clients actuels et futurs, donc de pouvoir mettre en place des infrastructures qui soient à la fois air-cooled et liquid-cooled pour pouvoir supporter finalement cette grande tendance. Alors, c'est important ce que tu nous dis là parce que on associe depuis quelque temps la performance, la puissance et les nouvelles technologies de refroidissement à l'IA, mais en réalité, le besoin est beaucoup plus générique. Il va toucher tous les domaines donc de l'informatique dans les data centers. En la matière, tu gères l'innovation au sein de DataCat. Qu'est-ce qui a été fait? Quels ont été les projets qui ont été portés par rapport à ces problématiques de refroidissement? Alors écoute, moi j'ai rejoint Data 4 en tant que responsable de l'innovation il y a 2 ans, et quand je suis arrivée, on avait des prémices de cette migration vers le liquid cooling, mais tout le monde regardait un peu arriver cette technologie-là en se disant bon,
Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Parce que c'est quand même assez disruptif, hein, de faire rentrer de l'eau ou des liquides dans des salles informatiques, c'est pas tout à fait naturel. Et donc, effectivement, le sujet du refroidissement liquide, il est rentré par la porte de l'innovation parce que c'était un changement assez fondamental. Et la conduite du changement, bah, c'est une forme d'innovation. Et puis à partir de la fin de 2023, on a commencé à entendre des signaux très significatifs et des expressions de besoins beaucoup plus claires des clients. Et c'est donc à ce moment-là qu'on s'est posé la question de comment véritablement accompagner ce mouvement de fond et de pouvoir proposer des infrastructures qui ne soient pas juste innovantes, mais qui soient bien des infrastructures fiables, maintenables, évolutives et qui répondent bien sûr aux besoins et aux spécifications des clients. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé finalement de mettre en place un projet qu'on a appelé Fast Track, qui consistait à avoir un développement d'ingénierie du liquid cooling sur la base de spécifications très strictes. On a pris les spécifications et les besoins de nos clients les plus exigeants. Et donc, bon, voilà, chacun reconnaîtra voilà, la catégorie de clients, mais c'est effectivement et bien évidemment des clients hyperscalers bien connus. Et sur la base de ces spécifications-là, on a décidé de développer un design et de le mettre en œuvre en parallèle sous la forme d'une première installation. Donc ce fast track, ce projet pilote, ce démonstrateur, qui nous permettait finalement de mettre en application tout de suite un certain nombre de choses. Et ça, c'était très important et je pense que c'est véritablement une première dans le milieu que de le faire comme ça, parce que ça nous permet au final de vraiment optimiser le design qu'on choisit. Donc c'est sûr que le liquid cooling, ça existe déjà dans certains data centers, mais pas à l'échelle industrielle et pas dans des environnements de colocation, c'est-à-dire dans des environnements où finalement il y a une frontière entre le service fourni par l'acteur de colocation et le propriétaire du service informatique. Et ça fait toute la différence parce que le liquid cooling, c'est quand même une technologie dans laquelle on va rentrer dans des risques, hein, des risques opérationnels. Et donc, qui payera les pots cassés et comment éviter les pots cassés? Et ben, c'est vraiment ça qui va fondamentalement dimensionner le design de l'installation. Plus on est fort dans cette installation en termes de partage et de séparation de l'IT et de la technique, et mieux c'est. Parce qu'on va pouvoir retrouver nos rôles respectifs. Et c'est vrai que là, le fluide, bah, il navigue des deux côtés, quoi. Voilà. Donc, certes, ça existait déjà, mais nous, ce qu'on a souhaité à travers ce projet Fast Track DLC, c'est mettre en place notre propre design, colocation, notre propre design industrialisé et le faire en parallèle entre la phase de déploiement du design sur tous les data centers et la phase de je le fais pour une première fois en vrai, de manière à voir comment ça se passe. Donc, ce qui veut dire que vous avez expérimenté, que l'expérimentation a démontré la pertinence de la technologie et que maintenant vous êtes en train de l'industrialiser. En fait, on l'a industrialisé en parallèle. On annonçait en août dernier avoir 250 mégawatts de data center en développement DLC. Et donc, en parallèle de ça, on a lancé ce projet Fast Track d'implémentation qui consiste en fait à upgrader et à mettre en œuvre cette solution DLC sur un de nos data centers historiques de Marcoussis. Donc, on a choisi le plus facile, on a choisi le DC1. Donc, DC1 à Marcoussis, c'est la première génération de data center. Et on a profité en fait d'avoir besoin d'upgrader et de rétrofiter ce data center en disant bah, si on le rétrofite, faisons-le en intégrant finalement les dernières technologies, les best in class. Et donc, mettons en place d'ores et déjà du DLC sur une partie de ce data center.
Et donc, vraiment, on a fait le design de nos nouveaux data centers en parallèle de ce projet-là, avec une interaction immédiate et simultanée. Et donc, véritablement, ce qu'on a déployé sur ce DC1 à Marcoussis, c'est une réplique en plus petit de ce que l'on met en place sur nos nouveaux data centers qui, bien sûr, en termes de puissance, sont un petit peu plus gros. Enfin, ça, c'est la tendance générale du secteur. Donc, c'est vraiment ça qu'on a fait. Donc, il n'y a pas, je veux dire, une phase préparatoire pour une phase de déploiement. Il y a une phase de déploiement qu'on a décidé dès l'été dernier et sur laquelle on s'est dit, ouais, alors intelligemment, si on pouvait le faire en le testant en parallèle et donc en débuguant. Voilà, ce fast track, c'est finalement une façon de débugger en instantané ce qu'on design. Parce que voilà, il y a ce qu'on fait sur le papier. On a beau avoir des ingénieurs, et puis on parlera de l'écosystème après, je pense, mais on a vraiment réuni des experts autour du projet. Mais entre le déployer, enfin le designer et puis le vrai, on rencontre tout un tas de difficultés. Et donc, on a pu faire des retours pour améliorer le design qui était en cours de déploiement sur l'ensemble de nos campus. Malgré cela, le fait que ce soit DC1, c'est pas anodin, parce qu'on va rappeler quand même que Datacat s'est construit aussi autour de technologies. Par exemple, vous n'avez pas de faux plancher sur ces data centers. Donc, on sait qu'aujourd'hui, la densité, ça nécessite du poids, et que le poids sur des faux planchers, c'est pas simple à gérer. Dans le même temps, on va rappeler que c'est un data center qui existe depuis 20 ans, mais qui s'est construit sur un site industriel où il y avait l'énergie. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que le rétrofit, ça fonctionne, on en a l'exemple, mais ça n'a pas fonctionné pour tout le monde. Et vous avez quand même réuni les conditions qui permettent à cette opération de réussir. Est-ce que alors, je vais te donner une petite anecdote. La tenue, par exemple, des dalles est très différente entre ce qu'on concevait il y a 20 ans puis ce qu'on conçoit aujourd'hui. Donc, la répartition de charge sur les sols est très différente. Et donc, comme on a voulu faire un design qui soit vraiment celui des data centers de demain, les équipements techniques, et donc notamment les CDU, on doit les localiser dans des espaces de type couloir ou salle technique. Et donc, on a eu quelques problèmes de tenue en charge. Et donc, on a dû trouver des solutions pour pouvoir faire des répartitions de charge, non pas sur la dalle, mais sur la dalle et sur la portance d'un certain nombre de murs. Voilà, donc on a trouvé des palliatifs, ce qui est assez intéressant en termes. Donc ça a complexifié un petit peu le projet, mais du coup, ça nous a permis aussi de valider la possibilité de rétrofiter un certain nombre de nos data centers. Et donc, pour l'investisseur que nous sommes et pour nos actionnaires, de démontrer que on va dire l'actif Datacat, c'est un actif qui est évolutif. Et ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est intéressant dans notre milieu, de pouvoir se dire qu'un data center, non, il n'a pas une date de péremption. On est capable de lui donner une seconde vie. Et voilà, c'est toujours un petit peu plus compliqué, c'est sûr, mais c'est possible. Tout à fait. Et il est important de le rappeler. Tu as commencé à l'évoquer, c'est aussi le travail d'un écosystème. C'est-à-dire que vous avez des partenaires, et je pense aux équipementiers, parce que c'est pas simple non plus de faire évoluer ces équipements électriques, refroidissement et autres, pour accepter du DLC. Alors oui, ça a été la première règle autour de ce projet Fast Track. C'était vraiment de partir du principe qu'ensemble, on allait pouvoir être plus forts et donc on allait pouvoir relever des challenges qui sont un peu nouveaux. Donc, première règle, on a fait un peu comme l'équipe de Mission Impossible. Donc, on a cherché les meilleurs experts. Donc, ce n'était pas des espions, mais c'était plutôt des experts en hydraulique, des fournisseurs qui avaient aussi vraiment la volonté d'approfondir ces sujets-là et pas de nous apporter une solution sur étagère. Donc, on a, entre guillemets, laissé ceux qui avaient déjà leur solution et on a
réuni ceux qui avaient le souhait de progresser avec nous, d'entendre nos besoins d'acteurs de la colocation. Voilà, ça c'est important de le dire. Et nos besoins aussi de développer du data center pour demain. Donc, on a réuni cet écosystème. Je vais les citer parce que c'est important. Donc, on a déjà la société Danfoss avec qui on a travaillé autour des CDU. Et la raison, la motivation pour lesquelles on s'est notamment rapproché de cette entreprise-là, c'est que elle est au cœur des technologies de froid depuis très longtemps, puisque c'est eux qui ont travaillé la technologie Turbocore, mais c'est aussi des fabricants d'échangeurs. Oui. Donc, dans le CDU, il y a les échangeurs. Et ce sont donc c'est une société européenne, c'est aussi important de pouvoir développer notre propre technologie de refroidissement liquide. Et c'est une société qui travaille déjà beaucoup avec des formes de CDU beaucoup plus gros, mais pour les réseaux de chaleur. Donc, entre guillemets, c'était quelque chose qu'ils maîtrisaient déjà bien et qui pouvait nous apporter dans le milieu du data center. Deuxième fournisseur partenaire important pour nous, on a travaillé avec Victolic pour tout le développement des réseaux, puisqu'on a besoin de développer cette nouvelle boucle, de boucle d'eau fermée à l'intérieur des salles informatiques. Et la première crainte que nous avons tous, c'est les fuites. Mais on doit aussi prendre en compte la rapidité de déploiement dans une salle informatique qui parfois pourrait être mixte. Et donc, éviter de la soudure dans des salles informatiques, c'est quand même assez intéressant. Donc, voilà, donc on a pu travailler avec eux. On a bien sûr associé Schneider sur la partie distribution électrique, puisque tu l'as dit, il y a quand même des questions de puissance. Belimo sur les vannes motorisées. Et puis, alors, il y a quand même un acteur important pour nous, c'est Rentelode, qui a travaillé sur les bancs de charge. Parce qu'en fait, quand on a démarré le projet l'année dernière, et moi j'ai dit, bah voilà, on va le tester dans 6 mois. Et donc, il va falloir le mettre en charge. Et là, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas, en fait, il n'y a pas de banc de charge DLC sur le marché. Donc, ils ont développé pour nous et ils nous ont livré en première ligne en décembre les premiers bancs de charge DLC, c'est-à-dire des bancs de charge qui sont capables de faire à la fois dans le liquide et dans l'air, de moduler les fréquences, donc de pouvoir jouer avec un système qui varie aussi. Voilà. Je citerai aussi APL, qui nous a beaucoup, qu'on connaît bien dans le milieu et qui nous a beaucoup accompagnés. Voilà, donc c'est vraiment un écosystème pluridisciplinaire de gens tous experts. Vous les connaissez tous, j'en suis sûre. Et l'objectif, c'était de pouvoir réunir nos forces et d'améliorer ce qui nous était proposé par les équipes d'ingénierie, Data 4 et Assimilé, on va dire, et de mettre en œuvre et de se rendre compte que, bah ouais, mais là, il y a quand même des petites choses à re-regarder. Voilà. Tout à fait. Alors, Linda, on arrive au terme de notre entretien. Merci, et puis merci pour la transparence. Je vais quand même me risquer à te poser 2 questions très vite. Très vite. Allons-y. La première, c'est un rappel quand même, et je pense que tu y es sensible, c'est que même si on fait du refroidissement liquide, il faut continuer à faire du refroidissement à air. Oui. Et ça, on l'oublie, ça. Alors, le DLC, c'est du mixte. Ben oui. C'est du mixte. Il faut faire les deux. Et donc, effectivement, tu as raison. On a seulement les GPU ou CPU qui sont refroidis dans le liquide et puis le reste de la carte va se dissiper dans l'air. Donc, il faut faire du mixte. Et c'est là aussi où c'est compliqué, en fait. C'est de multiplier les systèmes de refroidissement. Et dernière question. Il faut piloter tout ça. Est-ce que quand on développe des infrastructures pour l'IA, est-ce que l'IA ne va pas vous servir également à piloter? Alors, écoute, c'est la situation. J'ai un avis partagé là-dessus, c'est-à-dire qu'au sein du data center, on le sait, la règle numéro 1, c'est la résilience. Oui. On est extrêmement attentif à ne pas induire de complexité parce que complexité égale risque de panne. On est aussi très attentif à la cybersécurité et donc chacun sait, nos systèmes, ce sont des systèmes de supervision sur lesquels on collecte de l'information, mais généralement on ne donne pas d'ordre. Et l'IA, alors même si c'est un outil au quotidien pour nous permettre d'être plus rapide dans nos processus de décision, mais on restera au cœur de la machine, nous, êtres humains. Et je pense que c'est aussi important pour continuer à développer les emplois, pour continuer à démontrer
que le data center, c'est une vraie activité économique pour nos territoires. Et donc, oui à l'IA, mais pas au tout IA. Et je pense que c'est vraiment dans ce sens-là que, en tout cas, que nous, on souhaite continuer pour garantir cette belle qualité de service. Merci. Merci Linda. Merci à vous. Et puis pour les personnes qui voudront en savoir un peu plus, on ira enquêter par chez vous. Hein, on se retrouvera sur Data Center Magazine pour Vous êtes évoquer le bienvenus. sujet parce que c'est une belle expérience. On vous apprendra des tas de retours d'expérience. On est prêt à les partager, donc avec plaisir. Ce sera génial. Merci Linda. Merci.